Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales de Radio KPMG consacrée à la très attendue loi de finances pour 2025. Aujourd'hui et comme toujours, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie-Pierre Haut, associée KPMG Avocat et directrice de la doctrine fiscale. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous avons enfin, pour 2025, Marie-Pierre, après de multiples péripéties, un budget, un nouveau gouvernement, des compromis trouvés en commission mixte paritaire et une motion de censure finalement repoussée. En effet Vincent, l'adoption du budget 2025 s'est inscrite dans un contexte totalement singulier, politiquement, budgétairement et juridiquement. Par souci d'efficacité, le gouvernement Bayrou a repris majoritairement les mesures du projet du gouvernement Barnier. Et vous vous en souvenez certainement, nous l'avions évoqué lors de notre précédente émission, les travaux de la commission mixte paritaire ont été limités par deux impératifs juridiques. Le premier, la règle de l'entonnoir, qui interdit le dépôt d'amendements portant sur des articles qui ne sont plus en discussion, qui sont dépourvus de lien direct avec une disposition toujours en discussion. Le second, le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale. En l'absence d'adoption de la loi de finances pour 2025 au 31 décembre 2024, les mesures qui auraient été applicables en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en 2024 se seraient heurtées, si leur date d'entrée en vigueur avait été maintenue, à ce principe de non-rétroactivité. Des entrées en vigueur devaient donc être décalées. Finalement, le 31 janvier 2025, tous les obstacles ont été levés et la commission mixte paritaire a été conclusive. Son texte a alors été soumis à l'Assemblée nationale où il a été adopté avant d'être validé sans surprise au Sénat. La loi de finances pour 2025 a été promulguée le 14 février 2025, puis publiée au journal officiel du 15 février, actant ainsi de son entrée en vigueur. Précisons Vincent que le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi des principales mesures qui intéressent les entreprises, surtaxe d'impôt sur les sociétés, taxe sur les rachats d'actions notamment. Et il n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution autre que celle ayant fait l'objet de la saisine par les parlementaires. Ce qui signifie qu'en l'absence d'examen de ces mesures dans le cadre de son contrôle a priori, les dispositions non examinées pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'un contentieux ultérieur. Les trois mesures phares du projet de gouvernement Barnier concernant les entreprises ont été adoptées après quelques aménagements dans cette loi de finances pour 2025 et alourdissent temporairement la fiscalité des entreprises. Je veux parler bien entendu de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les rachats d'actions pour les grandes entreprises, mais également du report de la suppression de la CVAE. Puis a fait son apparition durant les débats à l'Assemblée nationale le recentrage des dépenses du crédit d'impôt recherche, confirmé par la commission mixte paritaire. Commençons par la première mesure phare de ce budget, la contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises. Selon le gouvernement, cette contribution exceptionnelle permet de concilier objectif de rendement et maintien du taux standard de l'impôt sur les sociétés à son niveau actuel. Son caractère temporaire permettrait, toujours selon le gouvernement, de ne pas obérer la compétitivité des entreprises sur le long terme. En effet, pour que les grandes entreprises contribuent au redressement des finances publiques, une contribution exceptionnelle sur l'IS est instaurée temporairement au titre de l'exercice 2025. Donc seulement un exercice au lieu des deux prévus dans le texte initial. Ces redevables sont les entreprises qui réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due, 2025, ou à défaut au titre de l'exercice précédent, 2024. On comprend qu'il s'agit ici d'un dispositif anti-évitement qui vise à empêcher que certaines entreprises ne parviennent à réduire artificiellement leur chiffre d'affaires en 2025 pour passer sous le seuil du milliard d'euros. Pour assurer le rendement attendu dès 2025, un acompte de 98% du montant estimé de la contribution doit être versé lors du paiement du dernier acompte d'IS, donc en décembre 2025, pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Oui, le solde devra être ensuite payé au plus tard lors du versement du solde de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire le 15 mai 2026 pour une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre 2025. L'assiette de la contribution est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent. Autrement dit, on va retenir la moyenne de l'impôt sur les sociétés 2025 et 2024. L'IS à retenir est celui calculé sur l'ensemble des résultats imposables au taux normal de 25% et au taux réduit au pluriel. Par taux réduit, on entend le taux réduit de 10% applicable aux cessions ou concessions des produits de la propriété industrielle, le régime dit de l'IP Box, comme le taux réduit de 19% applicable aux plus-values qui sont réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble. L'IS à retenir est l'IS brut, c'est-à-dire avant imputation des réductions et crédits d'impôt et créances fiscales de toute nature. Qu'en est-il des groupes qui sont intégrés fiscalement ?
Pour les groupes d'intégration fiscale, l'IS à retenir est basé sur le résultat d'ensemble et la plus-value nette du groupe. Peut-être une autre précision qui a son importance, le taux de la contribution exceptionnelle va être différencié selon le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2025 et ou au titre de l'exercice précédent. Je m'explique. Pour les entreprises redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 milliards d'euros, à la fois au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, le taux de la contribution est de 20,6%, ce qui fait un taux effectif d'imposition standard de 30,97%. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, soit au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent, le taux est un taux majoré égal à 41,2%, portant le taux effectif d'imposition à 36,125%. Ici aussi, donc, on retrouve un mécanisme anti-évitement pour l'application du taux majoré. Le chiffre d'affaires qui déclenche la surtaxe et détermine aussi le taux applicable s'entend de celui qui est réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramenée à 12 mois. Et Vincent, en présence d'un groupe d'intégration fiscale, sera prise en compte la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et la contribution sera due par la société mère. Pour les modalités d'application, les créances fiscales ainsi que les réductions et crédits d'impôt ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle et par ailleurs, elle ne sera pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Passons au report de la suppression de la CVAE, qui était très attendu et qui fait grincer beaucoup de dents. Que va-t-il concrètement se passer ? Le projet de loi de finances 2025 Barnier prévoyait de reporter la suppression de la CVAE de 2027 à 2030 en différant de 3 ans la baisse progressive du taux de CVAE qui devait commencer en 2025, tout cela étant prévu par la loi de finances 2024. La loi de finances pour 2025 n'ayant pas été adoptée au 31 décembre 2024 et le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale jouant, les taux minorés prévus par la loi de finances 2024 sont bien applicables en 2025. D'où une perte de recettes par rapport au projet initial. Exactement. Et pour maintenir le rendement prévu en 2025, on crée une contribution additionnelle à la CVAE pour cette même année, neutralisant ainsi la baisse du taux telle que prévue par la loi de finances 2024 qui va s'appliquer à la cotisation de base. Là encore, est prévu pour maintenir le rendement attendu sur 2025 le versement d'un acompte unique égal à 100% de la contribution complémentaire à acquitter au plus tard le 15 septembre 2025. C'est seulement à partir de 2028 que la baisse progressive du taux reprendra comme prévu par le projet de loi de finances 2025, présenté en octobre par le gouvernement Barnier. Les ajustements relatifs au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, ainsi que l'évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à la CCI France, sont reportés en conséquence. Parlons à présent d'une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre, la taxe sur les rachats d'actions inspirée du mécanisme instauré aux USA par l'administration Biden. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. La loi de finances, elle réalise un souhait formulé de longue date par le président de la République en instaurant une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises. En réalité, ce n'est pas une taxe, mais 2 taxes qui sont mises en place sur ces réductions de capital par annulation de titres achetés. La première taxe, temporaire, rétrospective, applicable à l'ensemble des opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. L'autre, la seconde, pérenne, applicable à chaque opération réalisée à compter du 1er mars 2025. En seront redevables les sociétés qui ont leur siège social en France et qui ont réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 1 milliard d'euros. En présence d'un groupe consolidé en application de l'article L233-16 du Code de commerce, c'est le chiffre d'affaires tel qu'il résulte des états financiers établis en application de ces normes qu'il conviendra de retenir. Et en outre, seules les sociétés dont les comptes sont consolidés par intégration globale ou proportionnelle seront redevables de la taxe. Sont également exclus du champ des redevables les organismes de placement collectif et les sociétés de capital risque. Le taux de ces taxes, temporaires comme pérennes, est fixé à 8%. Et ces taxes ne seront pas déductibles de l'impôt sur les sociétés. Alors parlons de l'assiette. À présent, Marie-Pierre, la taxe temporaire globalise les opérations de la période, alors que la taxe pérenne s'applique opération par opération. Mais comment est déterminée l'assiette de chacune d'elles ? La valeur réelle des actions rachetées, beaucoup débattue, a-t-elle finalement été écartée ? En effet, Vincent, l'assiette n'est pas, à la différence de sa cousine d'Amérique, dépendante de la valeur réelle des titres annulés.
Pour la taxe pérenne, celle applicable à chaque opération réalisée à compter du 1er mars 2025, l'assiette est constituée du montant du nominal de la réduction de capital consécutive au rachat, ainsi qu'à une fraction corrélative des primes liées au capital y afférentes, donc à proportion de la réduction de capital. Pour la taxe temporaire qui est globale, comme vous le rappeliez, l'assiette correspond à la différence positive entre le montant total des réductions de capital et des augmentations de capital réalisées pendant la période 1er mars 2024, 28 février 2025, majorée d'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Y a-t-il des cas d'exemption de ces taxes? En effet, des exclusions limitatives sont prévues par le texte, notamment en cas d'annulation de titres préalablement rachetés dans le cadre de dispositifs d'actionnariat salarié. Là encore, une analyse au cas par cas sera nécessaire pour vérifier l'éligibilité de l'exemption. Alors, on se doit de signaler une autre mesure, Marie-Pierre, qui était attendue et qui est une mesure purement technique qui concerne l'aménagement du régime fiscal de faveur des fusions. Le régime juridique des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs, on se souvient, a été modifié par une ordonnance de 2023 qui a introduit d'une part un nouveau cas de fusion sans échange de titres, lorsque les associés des sociétés qui fusionnent conservent les mêmes proportions de détention à l'issue de l'opération, et d'autre part qui a introduit la notion de scission partielle, définie comme l'opération par laquelle, à la suite d'un apport partiel d'actifs, les parts ou actions de la société apporteuse, représentant la contrepartie de l'apport, sont attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif. L'ANC s'était prononcée en novembre 2023 sur le traitement comptable de ces deux opérations. Il ne restait plus que la confirmation de l'application du régime de faveur fiscale pour compléter le dispositif. C'est chose faite avec la loi de finances pour 2025 qui prévoit les aménagements nécessaires afin de permettre à ces deux opérations nouvellement permises de bénéficier du régime de faveur en matière d'impôt sur les sociétés. Fait intéressant, ce régime de faveur sera applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce depuis le 1er juillet 2023. C'est une précision importante puisque l'effet rétroactif bénéficiera donc aux sociétés qui se seraient engagées dans de telles opérations sans attendre la position de l'administration. L'administration qui devra toutefois préciser dans un BOFIP à venir comment régulariser ces situations. Oui, et l'opération en 2 temps d'apport-attribution que nous connaissions déjà, la nouvelle scission partielle qui aboutit au même résultat mais en 1 temps seulement, voit leur régime fiscal aligné. Donc toutes deux bénéficient désormais sous les mêmes conditions d'un régime de neutralité fiscale. Passons à un autre sujet, Marie-Pierre, qui est d'importance aussi pour les entreprises, c'est celui du crédit d'impôt recherche dont la loi de finances recadre les dépenses éligibles. Oui, et c'est un fait nouveau. L'assiette du CIR est revue et recentrée sur les dépenses de recherche plus strictement. Tout d'abord, sont exclus pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025 les avantages liés à l'embauche de personnes titulaires d'un doctorat, les fameux jeunes docteurs. Qu'il s'agisse des 200% des frais de personnel ainsi que des 200% pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement. Sont désormais également exclus les dépenses de veille technologique, les frais de prise et de maintenance de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, comme les dotations aux amortissements de brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue des recherches. Par ailleurs, le taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement est abaissé de 43% à 40% pour les dépenses de personnel exposées à compter du 15 février 2025. Enfin, est élargie la définition des subventions publiques reçues par les entreprises pour des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt et qui viennent en déduction de l'assiette de celui-ci. Sont désormais visées, outre les aides par les personnes morales de droit public, celles versées par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Alors, restons dans le domaine de la fiscalité et de l'innovation. Le crédit d'impôt éponyme, donc le crédit d'impôt innovation, a semblé sur la sellette faute de pouvoir être prolongé avant le 31 décembre 2024. Alors oui, en effet, mais la loi de finances pour 2025 est bien venue prévoir sa prorogation de 3 ans, mais en contrepartie d'un abaissement de son taux de 30 à 20% pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025. Merci Marie-Pierre. Y a-t-il par ailleurs du nouveau du côté de la notion de bénéficiaire effectif pour l'application de la retenue à la source de droit interne sur les distributions de dividendes? En effet, Vincent, il est désormais prévu que donnent lieu à une retenue à la source les distributions au profit de bénéficiaires effectifs non résidents de France dans le cas où celui qui reçoit les dividendes est résident de France. La doctrine administrative annulée par le Conseil d'État récemment se trouve donc légalisée. Par ailleurs, le dispositif anti-abus spécifique de l'article 119 bis A du CGI, qui vise les montages dits cum-cum, est précisé et renforcé. Je crois, Marie-Pierre, qu'il y a une dernière mesure que vous vouliez mentionner à nos auditeurs.
Oui, pour conclure cette présentation de la loi de finances pour 2025, disons 2 mots d'une mesure qui ne concerne pas spécifiquement la fiscalité des entreprises. Elle a trait au dispositif dit de management package. Ces mécanismes d'investissement et d'intéressement des salariés et dirigeants font l'objet de nombreux contentieux portant sur la qualification et le régime d'imposition, salaire ou plus-value, des gains qui sont issus de ces plans. La loi de finances pour 2025 tente de sécuriser le traitement de ces gains en instaurant un régime fiscal spécifique. Les gains de cession réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants, en contrepartie de leur fonction dans la société émettrice, sa mère ou sa filiale, seront imposables dans les conditions des plus-values mobilières dans la limite d'un plafond et imposés en salaire au-delà. Ce plafond est fixé au triple de la performance financière de l'entreprise au cours de la période de détention du titre, diminuée du prix payé pour la souscription ou l'acquisition. Et ce régime est applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025, donc aux titres déjà acquis ou souscrits au titre de plans mis en place antérieurement. Merci Marie-Pierre pour cet éclairage. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale et notamment celle de la loi de finances pour 2025 sur le site KPMG Avocat ou le compte LinkedIn de KPMG Avocat et également dans l'application Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt sur nos ondes de Radio KPMG. Merci. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.